Donc, je crois que c'est le moment de débuter notre webinaire. Bien, d'abord, je vous souhaite la bienvenue, d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire qui concerne le partenariat Syntel avec DataVault, de créer ou faire évoluer votre entrepôt de données plus rapidement et avec moins d'efforts avec des outils d'automatisation tels que DataVault Builder. Donc, d'entrée de jeu, on tient à vous dire qu'un courriel va vous être envoyé avec un lien sur la vidéo, ainsi que la présentation en format PDF. Donc, vous sera envoyé plus tôt demain. Et on vous invite à poser vos questions au fur et à mesure par le volet conversation. Et puis, nous y répondrons au fur et à mesure, à moins que la question soit pertinente à une section qui est un petit peu plus loin dans notre démarche de présentation. Et puis, tout ceci pour vous dire aussi qu'il y a une période de 10 à 15 minutes à la fin du webinaire où est-ce que ce sera des questions plus libres et on sera disponible pour répondre à vos questions. Aussi, j'ai mes collègues de Jean-Pierre, Patrick et Robin Gauthier qui, eux, pourront aussi répondre aux questions au fur et à mesure que la présentation se déroule. Et sans plus tarder, on va débuter notre présentation, si vous le permettez. Donc, notre sujet, dans le fond, les présentateurs, donc c'est moi, Sylvain Dutil, donc architecte de solutions senior BI chez Syntel depuis quelques années déjà. Donc, j'ai une trentaine d'années d'expérience en entrepôt de données, donc construction d'environnements, qu'ils soient technologiques et spécialisés surtout en architecture de données. Et on a Peter Bales, qui est aussi le CEO ou le fondateur du produit qu'on vous présente aujourd'hui dans notre partenariat avec Data Vault Builder. Donc, il y a une grande expertise aussi, Peter, de projets d'entrepôt de données dans différents secteurs, tels les communications, la finance et l'industrie. Et je tiens à vous préciser aussi, puis je m'excuse, là, j'ai un petit rhume, donc ça se pourrait que, par moment, je ferme mon micro, que j'ai des petites choses à régler au niveau de ma voix, parce que ma voix est un petit peu rauque, comme vous pouvez l'entendre. Donc, sans plus tarder, le contenu de la présentation, on va vous présenter en premier lieu le partenariat Syntel Data Vault Builder. On va vous parler par la suite un peu des offres de Syntel pour ensuite enfiler tout ça avec qui est l'entreprise, pardon, de Data Vault Builder, c'est quoi l'outil, les solutions construites avec Data Vault Builder, les différents bénéfices qu'un outil comme celui-là apporte. Il y a quelques autres ressources, donc dans le fond, qu'on va présenter aussi avant de passer à la démonstration de l'outil. Et puis, pour terminer, avec des témoignages de succès de Data Vault Builder pour terminer notre webinaire avec la période de questions. Donc, sans plus tarder, on va passer au volet du partenariat Syntel et Data Vault Builder. Pourquoi un partenariat entre Syntel et Data Vault Builder? Syntel, c'est un leader québécois dans le domaine de l'exploitation des données et de l'analytique qui a été créé il y a 35 ans. Et Syntel a réalisé à ce jour plus de 350 projets pour différentes organisations de toute taille qui œuvrent dans différents secteurs d'activité. Donc, on est localisé, pour ceux qui nous connaissent bien, dans la ville de Québec. Notre partenariat avec Data Vault Builder nous permet de créer des entrepôts de données ou de faire évoluer des entrepôts existants plus rapidement avec moins d'efforts. Et vous allez comprendre avec la suite d'automatisation de Data Vault Builder qu'on va vous présenter tout à l'heure, le gain d'efficacité qui en résulte. Nous accompagnons les organisations dans toutes les étapes et pour toutes les facettes de leur projet de valorisation de données, qu'on parle d'analytique, qu'on parle de data science, toutes ces technologies donc, nous sont très familières. On parle d'un outil comme Data Vault Builder qui se catégorise d'un outil d'automatisation d'entrepôt de données. Mais quels sont les avantages d'avoir des outils tels Data Vault Builder en automatisation pour les entrepôts de données? Mais ce qui arrive, c'est que ça permet aux gens de se concentrer sur la valeur d'affaires beaucoup plus. La connaissance de la donnée, par exemple, et de se détacher des éléments techniques. Donc, c'est un petit peu ça qu'on dit dans le premier paragraphe ici en haut. Donc, les gains qu'on, qu'on peut catégoriser, donc ça améliore et unifie donc, au niveau de l'enrichissement des données et dont le reste de l'entreprise pourrait bénéficier. C'est un petit peu ce que je disais d'entrée de jeu avec une meilleure connaissance des données.
La plupart des départements et des employés génèrent, améliorent et enrichissent des données dont le reste de l'entreprise pourrait profiter. Donc, avec cet outil-là, ben, tout le technique d'intégration de la donnée est géré par l'outil Data Vault Builder dans ce cas-ci. Ça nous fait gagner du temps. Vous allez voir aussi là, le gain d'efficacité du personnel est non négligeable. Vraiment, là. Et lorsqu'une entreprise prend des initiatives d'intégrer correctement ces données, elle réduit considérablement le temps nécessaire à leur préparation, à leur analyse. Donc, c'est le but aussi de ce genre d'outils-là. Donc, le temps gagné sur ces tâches peut être utilisé à d'autres fins. L'analyse de la donnée, la connaissance de la donnée, et ainsi de suite. Ça réduit beaucoup les erreurs parce qu'une plateforme comme celle-ci, ben, ça permet vraiment de se concentrer, comme on le dit, puis je me répète encore, j'en suis désolé, sur la connaissance de la donnée. En l'absence d'une solution d'intégration, la collection de données doit s'effectuer manuellement, ce qui pose un certain risque. Et avec ce risque-là, ben, c'est de commettre des erreurs ou d'introduire des petites erreurs là, dans l'intégration de la donnée et au final, augmenter la valeur. Donc, les efforts d'intégration de données apportent un avantage complémentaire. Ils améliorent la valeur de la donnée de l'entreprise en constituant ce qu'on appelle un actif informationnel. Ceci permet d'obtenir des données beaucoup plus précises et ce qui est le fondement même des analyses et de la qualité des analyses de données. Syntel. Donc, ici, Syntel, l'offre de Syntel dans ce partenariat-ci. Bon. Donc, ça nous permet de combiner les meilleures pratiques, les meilleures technologies et l'expertise de Syntel. Comme on le plaçait d'entrée de jeu, Syntel, ça fait 35 ans que Syntel œuvre dans l'analytique. Donc, avec les connaissances et l'expertise que nous avons développées à travers ces 35 ans, ben, on combine les meilleurs outils, les meilleures pratiques afin d'offrir la meilleure solution à nos clients. Donc, l'expertise de Syntel alliée à la productivité de Data Vault Builder pour la mise en place de votre écosystème de données. Donc, c'est un avantage et c'est une alliance, si je peux le placer comme ça, qui est gagnante. Donc, l'expertise de Syntel, qu'on parle d'analyse, d'architecture, de conception d'entrepôt de données ou de dépôt de données analytiques, la réalisation de projets, le déploiement et l'exploitation. Donc, c'est toutes les sphères dans lesquelles Syntel est très familière et a développé son expertise avec des outils de productivité, comme on vous le présentait d'entrée de jeu avec Data Vault Builder, bien, ça permet d'automatiser la création, donc l'acquisition de données, la construction de l'entrepôt, ainsi que des différents comptoirs analytiques afin de diffuser l'information, vous voyez bien, vers des outils de reporting comme Power BI, ClickView, Tableau ou certains autres produits là, qui sont très couramment utilisés dans l'analytique. Comment construire une solution? Donc, Syntel permet de construire des solutions et il y a différentes options. Donc, Syntel peut compléter votre équipe avec des bons profils, donc des conseillers spécialistes en données et en analytique. Par exemple, je vais prendre moi, là, qui est quand même un spécialiste en données et en analytique, mais il y a quand même beaucoup d'autres profils chez Syntel au même titre que moi. Donc, je vais quand même user un peu d'humilité, là, si vous permettez. L'accompagnement stratégique et technique ben, bénéficie de l'expertise ponctuelle dont votre équipe a besoin. Bien souvent, certains clients n'ont pas toute l'expertise nécessaire. Donc, ici, ben, ça serait un accompagnement stratégique et technique de venir combler des manques dans une équipe de développement analytique. Et on a aussi un volet de solutions clés en main, où est-ce qu'on vient aider l'entreprise à accélérer les projets de données en nous les confiant. Donc, on s'assoit avec des sessions de prise de besoin. On construit avec vous la solution pour vous la remettre et puis l'opérer éventuellement, là, si c'est dans le désir de l'organisation. L'entreprise Data Vault Builder. Qu'est-ce que Data Vault Builder? Dans le fond, Data Vault Builder, c'est une entreprise qui est basée en Suisse. Donc, ils ont une présence à l'international, comme vous pouvez voir sur la carte, en Amérique du Nord, ici au Canada, aux États-Unis, mais principalement en Europe, parce que quand même, c'est un produit qui est, donc l'entreprise est basée en Suisse, donc ils ont développé beaucoup le marché européen, et aussi en Australie et Nouvelle-Zélande. Elle compte environ 130 employés, peut-être un petit peu plus aujourd'hui, et qui a été fondée en 2005 et donc et distribution internationale, on pourrait dire là, à partir de 2010.
Donc, c'est quand même pas une entreprise qui a vu le jour hier, donc c'est quand même un certain profil, et puis qu'ils ont quand même des success stories intéressants. Donc ici, donc c'est les différents prix, par exemple, qu'ils ont obtenus en Europe. Donc, c'est le price to value, le time to market. Ils sont recommandés beaucoup là, par BARC, là, qui est quand même l'équivalent de Gartner, mais en Europe. La satisfaction clientèle, l'utilisabilité, vous allez voir, c'est un outil relativement simple à utiliser. Au niveau de l'innovation, donc la puissance de l'outil et de l'innovation, ainsi que la qualité de l'équipe support, qui est quand même non négligeable. Donc, l'outil de Table Builder, donc si on s'attarde un petit peu plus au contenu, si je peux le placer comme ça, de notre présentation, mais qu'est-ce que c'est le Table Builder? C'est un outil d'automatisation d'entrepôt de données piloté par des métadonnées, comme vous pouvez voir un peu le screenshot, donc la capture d'écran qui est à droite, donc qui permet vraiment de se concentrer sur les concepts d'affaires. Donc, derrière, oui, il y a des métadonnées qui vont générer le code technique là, qui est nécessaire pour intégrer la donnée. Un des avantages très intéressants, ça rapproche les utilisateurs d'affaires et l'informatique avec ici le langage qui est le langage d'affaires qu'on vient modéliser ou qu'on vient capturer. À ce moment-là, on a beaucoup plus de temps à s'asseoir avec les gens d'affaires et de combiner l'expertise TI dans le pilotage de ce genre d'outils-là et puis de travailler la donnée, si je peux le placer comme ça, pour obtenir les résultats que les gens d'affaires souhaitent. Et, bien entendu, ça réduit beaucoup le time to market. Le time to market, c'est le temps de livraison, si vous voulez, d'un produit utilisable par la communauté utilisatrice. Dans un autre visuel, vous allez voir ici, pour ceux qui comprennent un petit peu les diagrammes, on va dire d'architecture, c'est simplifié ici, là. L'automatisation de la source à la couche d'accès. Donc, on vient chercher la donnée directement dans les systèmes sources. On les amène dans ce qu'on appelle un staging area, excusez le jargon, là, mais c'est la première étape où est-ce qu'on amène les données dans l'entrepôt. On les structure d'une certaine façon. On vient construire les différents comptoirs de données qu'ils soient dimensionnels en troisième forme normale ou des flat tables ou des flat views, sur lesquels on applique ici des règles d'affaires qui correspondent à la définition d'affaires ou différentes transformations qui sont requises afin de produire ce qu'on appelle des data marks ou des error marks. Donc, le data mark ici, c'est les comptoirs analytiques. Et le error mark, dans le fond, si par exemple, on a des cas où est-ce qu'on veut valider que la donnée est bel et bien intégrée, ben, à ce moment-là, on peut faire des requêtes ou qui vont sortir les cas qui ne respectent pas des barèmes de qualité de données. La solution de Table Builder, dans le fond, l'automatisation est un changement dans la façon de développer des entrepôts de données. L'approche classique, là, on devait construire un modèle de données, le déployer, faire les chaînes de traitement de l'information. Table Builder vient s'occuper à peu près de toutes ces étapes-là qui sont plus techniques, comme comme je l'ai placé tout à l'heure, pour se concentrer à ce qui est à valeur ajoutée, donc la connaissance de la donnée, des informations pour en produire des analyses à valeur ajoutée pour l'entreprise. Ici, j'ai placé, mettons, des avantages aussi de Table Builder en quelques énoncés. Le Table Builder est un outil d'automatisation conçu pour les entrepôts de données de style Data Vault. Donc, c'est une technique de modélisation qui est beaucoup utilisée aujourd'hui. Donc, il tire bénéfice, on va dire, des meilleures pratiques aujourd'hui là, d'une architecture de données de style Data Vault. Elle permet de gérer le cycle de développement complet de l'entrepôt de données, c'est-à-dire la modélisation, les modèles de données des différents comptoirs analytiques, par exemple des dimensions, des tables de faits, l'acquisition de la donnée directement de la source et sa transformation, la gestion de version aussi, qui était une intégration avec Git. Donc, pour ceux qui connaissent le gestionnaire de sources, donc à ce moment-là, tout ce qu'on fait à l'intérieur de l'outil de Table Builder, on est capable de sauvegarder ces différents artefacts de programmation qui sont générés par la plateforme. Et on peut déployer les modèles avec des traitements et les traitements d'informations. Donc, il y a une console d'opération aussi qui vient avec la plateforme qui nous permet de voir et de suivre les traitements. Par exemple, si on rafraîchit l'entrepôt tous les jours, donc on voit les chaînes d'exécution et tout ça.
Donc, ça se trouve être en quelques énoncés seulement. Et je vais vous présenter un autre visuel, là, donc, qui fait un espèce de comparatif entre la couverture des différents outils qu'on peut retrouver aujourd'hui, qui se concentrent sur la modélisation et la génération de code. Ils vont se limiter à ces deux aspects-là. Alors que Data Vault Builder, ben, il va avoir l'infrastructure, bien entendu, parce que c'est une plateforme technologique. On est capable d'automatiser les tests. On est capable d'automatiser aussi le déploiement, de l'intégrer avec Git. Il y a une console d'opération afin que de nous assurer que la plateforme est en haute disponibilité. Donc, à ce moment-là, ben, vous voyez là, que Data Vault Builder vient couvrir un spectre pardon, relativement large qui tire bénéfice des meilleures pratiques. Une solution de Table Builder, ben, on peut facilement modéliser. Donc, j'ai repris dans un autre vocable, si vous voulez, une autre slide là, qui vous a été présentée. Donc, la modélisation, c'est connecter directement au système source, permet de contrôler les cycles d'actualisation et d'exécution des différentes tâches, la construction des comptoirs, des dimensions et des différentes vues pour le reporting, qu'on appelle la couche d'accès ou la zone de consommation, construire des vues de rapport d'erreur, ce qu'on appelle les error marks, permet de calculer des métriques aussi dans les règles d'affaires et ces métriques, ces calculs-là, peuvent être réinjectés afin d'être stockés, historisés dans l'entrepôt. Par exemple, si je calcule une cote de crédit, ben, à ce moment-là, j'aurai ma cote de crédit qui est calculée aujourd'hui. Si je la recalcule ce soir, ben, je peux l'historiser et voir les différents changements ou l'évolution de ma cote de crédit à moi. Donc, quelque chose de relativement simple à faire dans un outil tel Data Vault Builder. Donc, les développeurs et les architectes auront beaucoup plus de temps pour se concentrer sur les valeurs commerciales et les exigences commerciales, donc la valeur affaire intrinsèque à l'analyse de données. Et les bénéfices tangibles, donc, comme on le mettait dans le trait de jeu tout à l'heure, Data Vault Builder permet d'accélérer et augmente la productivité des employés. Donc ici, il permet de sauver jusqu'à 90 de temps sur des tâches répétitives. Donc les tâches techniques dont on parlait tout à l'heure, ben, ça nous permet de sauver beaucoup, mais vraiment beaucoup de temps. Donc ici, donc, la création de tests concernant l'historisation de dimensions. Ici, par exemple, quand on fait une comparaison aussi en termes de performance, la même unité de traitement qui a été développée en Pentao pourrait prendre quelque chose comme 180 secondes, alors que Data Vault Builder, ça peut prendre à peu près 15 secondes. Il y a vraiment aussi un souci d'avoir une plateforme qui est très performante, comme vous pouvez voir ici. Dans l'amélioration du time to market, l'approche classique, elle, nécessite de nombreuses interventions quant au développement, au déploiement. Donc, si vous regardez ici l'approche classique, on modélise, on stocke ça quelque part et puis on crée notre entrepôt de données. Donc, ici, c'est différentes étapes qui sont conduites de façon plus ou moins séquentielle. Alors que la plateforme, ici, de Table Builder, elle est connectée en temps réel sur l'entrepôt. Donc, tout changement qu'on fait sur l'entrepôt est réversible à travers l'outil de Table Builder. Donc, lui, il y a une connaissance de l'état de la base de données qui permet, en retirant le joueur du milieu, donc le middleman, qu'on peut bien dire en anglais, ça permet d'intégrer les changements apportés directement sur la base de données. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant ici, là. Je peux changer, on va dire, une vue directement dans la couche de consommation. Oups, le Table Builder va réagir, dire, hey, tu viens de faire un changement ici, est-ce que tu veux l'intégrer? Ben, à ce moment-là, ça donne une plus grande flexibilité avec ce genre d'outils-là. Il y a un désavantage aussi qui est non négligeable, c'est comment attirer et retenir les employés. Donc, vous savez, avec Resource Scarcity en anglais, j'ai de la misère à le traduire en français. Donc, vous savez qu'on manque beaucoup de professionnels en informatique ces temps-ci. Donc, le marché est quand même assez difficile de trouver les bonnes ressources. Donc, ici, comment attirer et retenir nos employés? Ben, que peuvent faire les leaders des données analytiques avec l'automatisation ou les gestionnaires, si vous préférez? Donc, automatiser les tâches simples et répétitives en créant du code. Donc, c'est un peu ce que je vous plaçais d'entrée de jeu tout à l'heure avec la plateforme de Table Builder. Permet de capturer, de se concentrer sur l'expertise humaine ainsi que la compréhension des humains et de la donnée. Encore une autre façon de dire qu'on se concentre vraiment sur des éléments à valeur ajoutée pour l'entreprise. Permet d'utiliser des produits augmentés ou de générer des produits augmentés. Par exemple, des données peuvent devenir un produit. Donc, et puis, où cet outil va gérer le code. Donc, c'est une interface sans code qui tire parti de l'apprentissage automatique afin
d'automatiser les tâches effectuées. Vous voyez ici là, les différentes sphères. Donc, on attire, donc on augmente la présence et la visibilité des employés, que ça devient centré sur l'humain. Ça permet de conduire un changement culturel, donc un changement orienté données, dans la recherche d'avoir des talents divers, donc des employés à différents talents. Améliore la littératie des données. La littératie des données, c'est la connaissance, si vous voulez. C'est un mot un petit peu plus sophistiqué qui dit la connaissance de nos données et permet de requalifier ou de mettre à niveau le personnel. Donc ici, c'est quand même très intéressant. Ça permet d'établir un chemin de développement de qualité technologique, par exemple, pour les employés, et permet aussi d'avoir un équilibre d'équipe dans la visibilité des employés. Et puis, nécessairement ici, comme on vous le plaçait depuis le début, ça vient automatiser des tâches qui sont récurrentes, qui sont moins à valeur ajoutée pour l'entreprise et permet de créer des produits à valeur augmentée. Donc, ceci est tiré quand même, c'est des analyses que Gartner ont fait sur l'automatisation et le résultat de comment attirer et retenir des employés. Donc, pourquoi les entreprises optent pour Data Vault Builder? Donc, dans le fond, ici, on a repris le matériel de Data Vault Builder. Donc, c'est un outil qui fonctionne, qui est vraiment sorti de la boîte, out of the box, excusez l'anglicisme, là. Donc, c'est vraiment toutes les fonctionnalités de l'outil. Ce n'est pas des modules qu'on peut acheter séparément. Toutes les fonctionnalités de l'outil sont mises à disposition lorsque quelqu'un implante euh, Data Vault Builder. C'est vraiment centré sur la modélisation et vous allez le voir dans la démonstration de tout à l'heure. C'est quelque chose qui est maintenable, donc, puis c'est relativement simple à maintenir, vous allez voir, au niveau de la console des opérations. Je m'excuse. Ça permet aussi de concentrer le savoir-faire, donc le savoir-faire technique ici. Donc, ça permet aux gens de vraiment se concentrer sur des éléments à valeur ajoutée. Euh, L'intégration de données est vraiment facilitée ici et c'est un produit évolutif, donc qui permet de faire passer une organisation dans un autre cran d'évolution au niveau des entrepôts de données, si vous le voulez. Ici, il y a d'autres bénéfices de Vault Builder donc, qui intègrent la modélisation, la gestion de données, la mise à disposition à travers des vues qui correspondent aux besoins d'affaires et permettent de se concentrer sur l'analyse des données. Donc, je m'excuse, je le répète souvent, là, qui apporte beaucoup de valeur à faire et non sur les technicalités d'acquisition, de manipulation de la donnée. Permet de réinjecter des calculs donc, et fait sur les données dans l'entrepôt afin de les historiser. Et l'entrepôt peut être sur un entrepôt qui est sur un serveur on-site, donc on-prem, ou ça peut être sur une plateforme cloud. Et je supporte les technologies de base de données les plus couramment utilisées, par exemple Azure SQL, on a aussi Snowflake, Synapse aussi, donc c'est des éléments supportés. On peut aller sur du Oracle, du DB2 ou du SQL on-prem sans aucun problème aussi, et d'autres types d'engins, vous allez voir. Ici, on va passer un peu rapidement, mais on a placé des contenus, par exemple, de Syntel, comment Syntel conçoit des solutions ou accompagne dans le cadre de solutions analytiques ou d'entrepôts de données. Il y a des parcours prédéfinis, donc on parle d'architecture de solutions, on parle de construction de feuilles de route, des roadmaps, la mise en place d'un programme de gouvernance. Il y a des services qui sont plus à la carte, donc diagnostic de maturité, par exemple, des inventaires d'actifs informationnels. Donc, qu'est-ce que vous faites comme analyse chez vous, par exemple, de construire un inventaire de ces actifs-là pour permettre d'avoir un portrait clair de où est-ce que vous en êtes dans le cadre analytique. Donc, si vous voyez là, dans les dossiers d'affaires, la gouvernance de données, il y a des services additionnels, par exemple l'organisation d'équipes. Donc, comment organise-t-on une équipe d'entrepôt de données ou de BI euh, chez, dans l'organisation, pardon. C'est parce que je viens de voir une question qui vient d'être popée. On va y répondre un petit peu plus tard, si tu le permets. Une matrice de compétences, des preuves de concept, le déploiement de plateformes technologiques, le développement de rapports et l'accompagnement des utilisateurs. Donc, s'il y a un volet formation aussi là, que nous offrons, vous allez voir dans les slides un petit peu plus loin. Et le renforcement de la donnée. Donc, quand on parle de faire un virage orienté données, ça se trouve être un petit peu ça, renforcer la connaissance de la donnée dans les organisations. Vers une solution informationnelle ou un modèle opérationnel. Donc ici, vous allez voir
Il me reste quand même 4 minutes, donc il reste peu de temps pour couvrir le matériel et jusqu'à la démonstration. Donc, vous allez pouvoir consulter ici ces deux prochaines slides là, dans la version PDF que nous allons vous faire parvenir. Tout ça pour vous dire que chez Syntel, c'est le processus standard, on fait un diagnostic de maturité et on établit des cibles ou un plan de match, un roadmap qui nous permet aussi de voir avec l'entreprise, d'aller dans une ou l'autre des solutions informationnelles, donc de réviser ou mettre en place une solution informationnelle ou de réviser ou mettre en place un modèle opérationnel d'entrepôt de données. Ici, on peut vous aider aussi à acquérir des nouvelles connaissances. Donc, c'est un aperçu du catalogue de formation qu'on offre chez Syntel ici. Donc, on parle de dashboarding de données avec Power BI, la modélisation dimensionnelle, comment architecturer, donc l'architecture de comptoir de données, améliorer votre modèle de données, la visualisation des données, storytelling avec les outils de reporting, donc les visuels qui catchent l'œil, qui parlent. Donc, c'est le genre de formation qu'on offre. Aussi, bon, pour Power BI, donc comment coder en DAX, par exemple. Puis, on a l'introduction à l'architecture de données Data Vault 2.0. Donc, il y a des formations aussi qui sont sur mesure, qui sont disponibles. Et toutes nos formations sont également offertes en anglais. Donc, ici, comme on est en français, donc, on a quand même du personnel bilingue qui sont capables d'œuvrer dans les deux langues au niveau de la formation sans problème. Donc, ça fait le tour du matériel qu'on avait et je vais passer maintenant, je vais juste arrêter la présentation, si vous le permettez. Je vais faire fin diaporama, puis on va juste enlever ça. Je m'étais un petit peu moins préparé à ce bout-là. Je me log maintenant dans notre environnement de développement. Donc, vous voyez ici, je m'étais déjà préparé, si vous voulez, dans notre environnement de développement. Donc, ce que je vais faire, je vais juste rajouter, par exemple, vous voyez là, j'ai un client et puis, par exemple, c'est la relation client ici. Donc, l'utilisateur ici joue le rôle, par exemple, de contact, contact client. Et puis, je vais juste aller chercher, par exemple, les projets associés à un client. Donc, ça reste un environnement de développement, hein. Je tiens à rassurer mes collègues. Donc, c'est des données tests. Donc, ici, par exemple, on a un système TFS parce qu'on utilise DevOps, qu'on appelle TFS. Donc, je vais juste aller chercher, par exemple, une nouvelle table qu'on a dans notre environnement qui est TFS Project. Donc, automatiquement, donc, il vient me montrer ici la structure de la table, là, qui est l'équivalent qu'on a dans TFS. Pour le bien de ma démonstration, je vais sélectionner tous les attributs de cette table-là. Et je pourrais, par exemple, changer le Work-Item ID. Je pourrais changer le nom de la colonne ici. Par exemple, je pourrais l'appeler Project ID. Je fais Enter. Et puis, je lui dis, bon, c'est bien, il va aller chercher les données correspondantes. Donc, ici, je vous fais fi de toute la technicalité des différents onglets. Je vais lui dire, change Load Immediately, puis je vais ajouter la table. Donc là, ce qu'il est en train de faire dans le background, c'est en train de se connecter à notre environnement de développement pour aller chercher les données TFS projet. Et voilà. Et si je veux voir, par exemple, le contenu de la table, j'ai juste à venir cliquer ici. Je suis déjà dans mon staging area, comme vous pouvez voir. Et puis, on va juste s'assurer de trouver, par exemple, c'est la sign, le project number, la colonne que j'ai renommée. Donc, vous allez voir plus tard. Donc là, j'ai des clients aussi. Donc, par exemple, j'ai des clients, vous allez voir, là, c'est des noms d'étoiles ou quoi que ce soit, là. Donc, c'est des tests qu'on a falsifiés et la table des utilisateurs. Donc, mes données sont, comme vous pouvez le voir, avec un clic ici, je suis capable de voir quand même la donnée. Je suis capable d'aller interroger, de peut-être voir certaines informations, par exemple. Ici, c'est des indicateurs. Est-ce que le projet respecte le budget et ainsi de suite. Une fois que les données sont amenées dans le staging area, donc je peux aller dans mon data vault ici. Ici, bien, je vais venir rajouter, par exemple, le sujet projet, puis que je vais venir lier au client. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais juste ajouter un nouveau, ce qu'on appelle un hub. Donc, c'est la clé d'affaires. Dans le fond, je vais l'appeler projet, project. Et puis, on va créer un sujet de données qui s'appelle project. C'est beau, parfait.
Donc, je vais juste ajouter mon hub comme ça pour voir comment, vous voyez, donc c'est tout à fait, tu sais, ça se prête bien là, quand on est avec nos gens d'affaires. J'ai un client, j'ai un projet, j'ai un utilisateur. Donc, comment alimenter maintenant dans mon entrepôt le projet? Donc, ce que je vais faire, je vais lui dire, ajoute-moi un chargement sur cette table ici là, qui vient de nous créer. Donc, je vais lui dire de mon système source, CTFS, la table source, CTFS, projet qu'on vient de chercher. Vous voyez ici, là, l'élément que j'ai renommé, il s'appelle Project ID. Je vais lui dire, OK, c'est bon. Donc, c'est ma clé d'affaires. On va vérifier que c'est bel et bien unique comme clé d'affaires. C'est parfait, tout tourne au vert. Donc, je vais réviser, puis je vais lui rajouter le chargement. Donc, derrière ici, on peut exécuter ici le chargement automatiquement. Il va s'exécuter, vous allez voir quand la flèche va revenir. Et voilà, c'est terminé. Je peux aller voir le contenu. Donc, le project BK ici, qui est Business Key. Donc, il y a quand même aussi là, certains acronymes qui sont utilisés dans la plateforme. Donc, ça, c'est les numéros, par exemple, de projet. Ce que je vais faire maintenant, je vais lui dire, ah, maintenant, je voudrais avoir le titre du projet. Donc, je vais rajouter ce qu'on appelle un satellite. Donc, c'est de l'information complémentaire qui gravite alentour de la clé principale. Donc, je vais lui dire, bon, mon satellite, on va aller chercher le title. Oups. Je vais chercher mon title. Je peux aller chercher le status. State. Puis, state change date. Donc, ici, je vais garder les noms là, qui m'ont été fournis, mais je vais pouvoir les changer tout à l'heure, mes noms techniques. Donc, ici, on va lui dire, c'est parfait, on veut ça tel que c'est. On va venir créer le satellite ici. Puis, je vais venir juste lui donner un petit alias, information, par exemple. Et puis, vous voyez que derrière ici, j'ai de l'information, on va dire, générique de mon projet. Ici, je peux lui dire aussi, charge donc, recharge les données ici, là, dans le fond, qui sont les attributs, là, qui sont état, state change date et title. Moi, je ne suis pas content ici de la langue ou des noms des attributs, je peux toujours les changer. Je peux changer, par exemple, state. Je vais venir changer son nom. Moi, je veux l'appeler statut. Et voilà. Je veux changer ici state change date. Par exemple, date dernier changement. Et voilà. Et le title, c'est-à-dire il y a un title. Donc, je vais le nom du projet, par exemple. Le nom du projet. Et voilà. Et puis, si je clique dessus, je veux voir la donnée. Donc, ici, non. Le state change date, là, je vais rafraîchir, je devrais revoir le changement de mes attributs. Oups. Ici, il garde l'ancien nom technique. Ce n'est pas un problème. Là, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir une vue qui consolide, par exemple, mon projet. Alors, ce que je vais faire, je vais construire ici. Je vais créer un nouvel objet d'affaires et je vais partir de projet. Puis, on va partir du modèle au niveau du hub. Et voilà, je veux une dimension de type 1. Ceux qui connaissent un peu le jargon de l'analytique, je peux avoir une dimension de type 1 ou une version historisée en type 2. Je vais y aller de façon simple pour la démonstration avec une dimension de type 1. On crée notre business object. Et puis, vous voyez, donc business key. Donc, moi, je veux l'avoir, par exemple, numéro projet PFS. Et puis, je viens chercher les attributs qui y sont reliés. Je vais aller chercher le nom de projet. Ah, voyez-vous, là, il m'amène le changement de nom que j'ai fait tout à l'heure. Je vais vérifier ici que tout est conforme. Mon petit crochet tourne au vert. Je peux voir qu'est-ce que ça me donne.
directement. Donc, j'ai mon numéro de projet TFS, mon nom de projet, mon statut. Donc, tout est parfait pour moi ici. À partir d'ici, vous allez voir dans Business Rule, il vient de me créer projet ici. Et puis, vous voyez, il me crée une vue. Donc, ici, j'ai accès à changer le code qui est derrière au niveau de la vue. Si, par exemple, j'avais d'autres informations à aller chercher dans un autre satellite, je pourrais toujours bien le faire. Et puis, avec Including Access Layer, ici, je fais sauvegarder. Puis, je n'ai pas pensé de partir mon instance SQL. Je vais la démarrer en parallèle. Je m'en excuse. On va revenir, on va laisser du temps à notre plateforme de se faire. Donc, qui me permet vraiment de voir ici aussi, par exemple, le résultat de ma vue. Cette vue-là, en cliquant ici sur Including Access Layer, c'est ce que je vais vous montrer ici. On va aller directement dans notre environnement. Sur la base de données, vous allez voir, il y a quand même quelques bases de données. On vient dans le tableau Builder ici. On voit la vue. Access Layer client, Access Layer projet. Si je fais un select ici, donc, un Power BI de ce monde, il reste connecté sur Access Layer client, Access Layer projet. Donc, vous voyez, le nom des colonnes est vraiment là, donc, euh, vraiment là, ce que l'interface me permet de voir. On va rajouter un autre élément. On va mettre des éléments en relation ce coup-ci. Donc, je reviens dans mon Data Vault Builder. OK, je veux faire la relation, pardon, entre le client et le projet. OK? Donc, on va rajouter la relation entre le client et le projet. Donc, je vais rajouter ce qu'on appelle un link, un lien. Donc, c'est une relation entre le client et le projet. Donc, mon first hub, donc c'est mon client. Et puis, je vais aller sélectionner le projet ici. Le type de relation, c'est un client peut avoir plusieurs projets. Donc, je vais sélectionner one to many. Et puis, je vais juste lui dire Create link without load. Donc, dans mon modèle conceptuel que vous voyez ici, je peux toujours lui donner, par exemple, le link suffixe, je viens le nommer, j'aurais pu le placer dans la première interface. Le client a, donc has project. Donc, on vient documenter directement notre modèle ici. Et je vais venir changer tout à l'heure mon modèle dimensionnel de projet parce que je vais vouloir aller chercher à qui appartient le projet, donc au niveau du client. Donc, ce que je vais faire, je vais lui dire comment charger cette relation-là. Parce que là, j'ai mon projet, j'ai mon client. Ici, client, je vais juste vous montrer, là, j'avais déjà chargé préalablement, par exemple, l'équivalent de mon hub client avec l'information qui est derrière le client number, client name et le statut. Donc, ici, j'avais fait une séparation. C'était voulu, cette séparation-là. Mais ici, donc, on va venir charger ici, par exemple, mon projet. Ici, il y a le lien directement sur mon client. Fait que je vais venir rajouter ici un hub load à partir directement de mon projet. Et moi, je sais très bien, je connais mon modèle un peu, c'est le parent. Donc, je vais prendre le parent work item dans notre structure TFS. Je vais lui dire, charge-moi ça. On va vérifier s'il est unique. Il va me dire non, il n'est pas unique. C'est normal parce que c'est une relation. Un client peut avoir plusieurs projets. Donc, c'est le lien, là, par exemple, ici, j'ai 6 doublons, j'ai 20 doublons pour l'autre, et il me liste ici les données qui sont nécessaires. Mais c'est correct, ça fait partie de mon modèle, moi, je le comprends bien. On rajoute ici le chargement à partir de projet pour s'assurer qu'on n'ait pas trop de données. Le pourquoi on charge par exemple, ici, client, à partir de la donnée client et la donnée de projet, c'est pour s'assurer qu'on n'ait pas de trou de données au niveau de la clé. Donc, c'est tout à fait normal qu'on procède ainsi. Ensuite, comme je viens de charger, je vais lui dire maintenant comment charger la relation en tant que telle. Donc, je vais lui dire de mon one side, c'est mon parent work item. Et voyez-vous, il voit que, il y a une relation, j'ai déjà chargé quelque chose. Je vais charger ton projet directement avec la relation qui en résulte. Et je suis capable, encore une fois ici, d'exécuter ce chargement. Ça va prendre quelques secondes. .
Et voilà, on peut consulter maintenant. Voyez-vous, il a chargé toutes les relations ici. Et je venais rajouter dans la vue que j'ai construite tout à l'heure sur mon projet, je vais venir y rajouter. Moi, je veux naviguer. OK. Je vais chercher projet. Voyez-vous, il me permet d'aller sur client. Et de client, je veux obtenir, par exemple, le nom du client. Fait que je vais aller chercher le client name ici. Je vais lui dire, ajoute-moi donc le nom du client dans ma vue. Et voilà, je peux valider que la relation est bien faite. Donc, un petit project ici, c'est Arcturus. Je fais un test ici, donc Merak, et ainsi de suite. Vous voyez là que j'ai du doublon. C'est normal. Tout à l'heure, l'écran me permettait de voir que, ben oui, tu sais, ton projet est relié à un client. C'est tout à fait normal ici. Et je vais aller consulter mon business rule ici. Je vais lui demander de rafraîchir sa vue. Vous voyez que la colonne Client Name est maintenant apparue et je suis capable de l'interroger ici. Vous voyez, j'ai le même résultat et je vais vous montrer dans la base de données, comme je vous l'ai fait tout à l'heure. On va venir faire un refresh ici de mon projet. Voyez-vous, Client Name est apparu. Qu'on n'avait pas dans notre select ici avant, mais le nom du client est apparu. Si je fais juste un select étoile ici, vous voyez que mon nom de client est exactement donc le résultat ici que j'ai dans mon business rule set. Dans le fond, c'est les règles d'affaires qu'on a ici. Euh, à partir de ce point-ci, donc là, ça nous permet de construire tout ce qui est à mettre à disposition, par exemple, dans l'Access Layer. Même chose pour client. Je peux ici avoir Include in Access Layer et je pourrais, par exemple, lui dire, je veux construire une requête par-dessus ici, puis le mettre dans mon, par exemple, si je n'ai pas de nom de client associé à mon projet, à ce moment-là, je voudrais que ça soit un rapport d'erreur. Je suis capable facilement de lui dire, que je vais rajouter Business Rule Set, on va dire erreur, add Business Rule Set. Puis, je vais juste lui dire where, par exemple. Oops. Is not. Je lui dis, parfait, exécute-moi ça. Client name. Je vais le sauvegarder. Ça va être save. Non. Yes. Bon. Et voilà, voyez-vous, c'est une question de rafraîchissement, là, ne fallait pas. Donc, ici, voici les projets pour lesquels aucun client est associé. Comme j'ai cliqué Error Rule Set ici, je vais revenir ici dans mes. Vous voyez, je devrais avoir erreur marque projet. Voyez-vous, c'est exactement les mêmes lignes. Donc, je suis capable, par exemple, dans un Power BI, d'utiliser ça comme étant un onglet de validation, si vous voulez. Ça fait le tour à peu près, tu sais, des règles d'affaires qu'on est capable d'implanter. Ça peut être beaucoup plus complexe que ce que je vous présente maintenant. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, ben, le data lignage, on est capable de voir de TFS, par exemple. On vient chercher TFS client qui vient alimenter un hub client, un hub projet. Donc, ça permet d'avoir une certaine documentation parce que ici, documentation nous permet de générer la documentation. Donc, je pourrais la générer ici, ma documentation, puis je vais lui dire ici, duplicate, duplicate. On va le laisser travailler en arrière-plan. Ce que je voulais vous montrer, c'est la console d'opération ici. À partir des jobs, par exemple, qui est à partir de TFS, je suis capable de lui dire, ben, réexécute juste celui-ci, par exemple. Recommence ou cancelle. Et je suis capable de lui dire, bon, rafraîchis mon modèle. Et puis, je suis capable d'opérationnaliser ça ici, de lui mettre une cédule, par exemple, à tous les jours, à telle date, je veux que ça soit rafraîchi à toutes les heures, et ainsi de suite. Donc, c'est une console d'opération centralisée qui nous permet de bien gérer la plateforme et puis de travailler en mode
relativement rapide à ce niveau-ci. Fait que ça fait le tour un peu de la démonstration de l'outil. Donc, vous voyez, là, donc ça a exécuté quand même rapidement. Là. Tout ce qui est en vert, c'est les éléments qui ont été rafraîchis. Et puis ici, par exemple, il y a, pour ceux qui connaissent quand même l'architecture, les point in time, les fameux pits. Quand on utilise des dimensions d'un modèle dimensionnel de type 2, il vient générer les différents pits ici derrière qui sont gérés par la plateforme. Il nous permet d'avoir des time slices, donc des différents euh, intervalles de temps en fonction de ce qu'on aura défini dans la règle d'affaires. Donc, tout ça pour vous montrer, dans le fond, en quelques clics, comment la plateforme fonctionne et le gain d'efficacité. Vous pouvez voir, par exemple, dans une approche, on va dire classique, si j'avais eu à coder une unité de traitement pour aller chercher les projets, à modéliser, par exemple, excusez-moi, je vais revenir ici, à modéliser mon projet avec son satellite, avec la relation qui va sur client. On parle de quand même euh, relativement beaucoup d'efforts. Et par la suite, ben, tout ce qui s'appelle modèle dimensionnel avec les règles d'affaires, les vues qu'on met à disposition, c'est un gain d'efficacité incroyable avec ce genre d'outils-là. Donc, je vais revenir dans la présentation si vous le permettez. Oups. Et je vais sauter directement à la page. Je m'excuse, je l'avais fermé. Donc, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Donc, oups, j'ai passé trop vite. Donc, la démonstration, elle est faite. Donc, témoignage de succès ici, mais dans le fond, juste pour vous donner une ordre de grandeur, en Europe, la Deutsche Bank, donc dans le fond, c'est une banque en Allemagne qui utilise Datavault V2 depuis quelques années. Donc, ils ont intégré 45 sources de données. Puis c'est plus de 120 produits de données, rapports ou comptoirs analytiques qui sont gérés à partir de la plateforme. Euh, donc, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été placés là. Et puis, je ne pourrais pas vous dire le nombre d'employés là, qui ont travaillé sur ce projet-là directement à la Deutsche Bank. Par contre, il y a un gain d'efficacité incroyable, là. Puis ça leur a permis de générer des revenus euh, quand même supplémentaires avec les produits de données afférents avec leurs données. Je suis désolé, là, je pars un petit peu déconnecté de ce use case-là. Donc, tout ça pour vous dire que faites appel à Syntel et Datavault Builder afin de maximiser la valeur de vos données. Donc, le partenariat Datavault Builder, donc le produit qui accélère la mise en place d'un entrepôt de données modernes, et Syntel, ben, le partenaire qui vous accompagne dans toutes les étapes de réalisation pour toutes les facettes de votre projet de valorisation des données. Donc, et pour en savoir plus, ben, n'hésitez pas à contacter notre équipe de vente, notre équipe marketing aussi, là, qui est derrière, qui va vous aider, que ce soit pour une preuve de concept, que ce soit pour en savoir beaucoup plus par rapport à Data Vault Builder. Cela va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Et ça conclut un peu la période, dans la démonstration, prime abord, et on va passer au volet questions. Je vais cesser de partager mon écran, si vous le permettez, pour avoir un petit peu plus de latitude concernant les questions qui sont posées. On parlait de Cosmo DB. Je vais juste valider quelque chose par rapport à Cosmo DB. On va rajouter. Cosmo DB.